Donc, on va lancer ce premier café de l'année avec monsieur le député Loïc Dombreval, président de la commission sur la condition animale auprès de l'Assemblée nationale, et Luc Mounier, que beaucoup connaissent aussi à l'école, puisqu'il est directeur des formations et également responsable de la chaire bien-être animal. Donc, depuis les travaux de Bourgelat au XVIIIe siècle, la biopathologie comparée a bien grandi, puisqu'on se retrouve tous maintenant sous la santé globale à VetaGrossup. Et c'est un concept donc, que l'on connaît bien, tandis que le concept de bien-être, et en particulier de bien-être animal, peut sembler plus complexe à identifier, puisqu'on va nous parler du bien-être autant quand on va manger des yaourts ou alors pour choisir un voyage. Et si on s'intéresse par exemple à l'enquête réalisée pour la Commission européenne sur le bien-être en 2011, il y a 9 facteurs qui sont très ciblés sur les émotions, les sensations, donc uniquement sur l'homme. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir 2 experts sur la thématique du bien-être animal et on va leur poser la question de savoir si c'est un sujet de tendance, sujet qu'on qualifiait presque de bobo, même si c'est un terme qui ne fait pas forcément l'unanimité, ou est-ce qu'il y a des réels enjeux derrière ce bien-être animal. Donc, vous savez, les expressions, c'est essentiellement pour répondre à vos questions. Le chat est ouvert pour cela. N'hésitez pas à mettre un pouce ou un cœur pour mettre en avant la question. Et nos 2 invités vont présenter le contexte du bien-être animal. D'abord, Luc, si tu peux prendre la parole pour nous rappeler ce que c'est, depuis quand et quelles sont les espèces concernées. Merci Caroline. Donc bonjour à tous. Alors ça fait bizarre d'être invité à VetaGrossup, mais voilà. Alors sujet tendance ou réels enjeux, c'est le titre de l'Express Science. En fait, je vais pas rentrer dans la définition du bien-être, hein, on y reviendra peut-être pendant la discussion. Mais sujet tendance ou réels enjeux, c'est un peu les deux en fait. C'est un peu les deux. En faisant attention avec la notion de tendance, ça donne l'impression que c'est un sujet qui est nouveau, alors que c'est un sujet qui a déjà une certaine ancienneté. Euh, Dans les années 1850, on a commencé à créer les premières associations de protection animale. Et puis, un siècle plus tard, 1960, on a commencé à s'intéresser réellement à la protection animale et au bien-être animal. On verra qu'il peut y avoir une différence entre les deux, avec notamment le bien-être des animaux d'expérimentation, avec la règle des 3 R que certains d'entre vous connaissent, hein, qui a pour but de réduire et d'améliorer l'utilisation des animaux dans la recherche. Et puis très rapidement ensuite, le rapport Brandtbell qui est à l'origine de la prise de conscience du bien-être des animaux de production. Donc c'est un sujet qui est relativement ancien. À l'école Veto, on a donné les premiers cours sur le bien-être des animaux en 2002. Donc ça fait déjà un certain temps. Mais c'est un sujet qui est en train d'exploser. Et Loïc nous en parlera un peu, mais que ça soit dans la sphère publique, sociétale ou politique, c'est un sujet qui a pris une ampleur très importante. Je disais les deux parce que c'est aussi, même si c'est un sujet ancien, c'est un sujet qui a un réel enjeu. Et maintenant, on voit qu'on soit consommateur ou même simple citoyen, cette question du bien-être animal est devenue une question majeure. Et beaucoup d'entre nous s'interrogent sur la manière de consommer des aliments d'origine animale, mais aussi du bien-être de leurs animaux de compagnie ou de leurs chevaux. Donc c'est quelque chose avec un enjeu certain et qu'il faut prendre en compte. Donc moi, je vais m'arrêter là. Je vais laisser la parole à Loïc avec notamment l'apparition dans la sphère politique de cette question-là et aussi tout ce qui concerne les animaux de compagnie et donc les enjeux autour de ces animaux-là. C'est donc à moi. Très bien, merci de m'avoir invité. Pour moi, c'est une nouveauté à la fois de participer à une visioconférence sur ces sujets-là et en même temps d'être présent au sein finalement de la ville de Lyon et d'étudiants, je crois pas uniquement d'ailleurs de VetaGrossup, mais également d'autres étudiants de Centrale Lyon, de l'École normale supérieure. Enfin, voilà, je suis très heureux et très fier de pouvoir vous parler aujourd'hui de ces sujets que
qui me passionnent et qui deviennent de plus en plus passionnants au fur et à mesure qu'on les découvre, parce que sur cette question de la condition animale ou du bien-être animal, il y a un champ absolument inimaginable de réalité et de choses à faire évoluer. Moi, je vais me présenter très rapidement. Donc, je m'appelle Loïc Dombreval, je suis véto, je suis diplômé de l'école vétérinaire d'Alfort en 1990. J'ai exercé quelques années en clientèle et ensuite, j'ai eu une carrière plutôt en entreprise et ensuite politique en devenant maire, puis conseiller régional en charge des questions de biodiversité et d'environnement en région sud, en PACA, et puis député depuis 2017, seul vétérinaire de l'Assemblée nationale, c'est regrettable, mais c'est ainsi. Et en même temps, ça me donne tout à fait, pour être tout à fait honnête, une forme, une place un petit peu différente et une forme de, comment dirais-je, de légitimité à parler de ces questions de conditions animales. Ce que je fais donc avec beaucoup d'appétit et de vigueur depuis 3 ans et demi maintenant, mon élection en juin 2017. C'était également un sujet dont je me préoccupais aussi beaucoup quand j'étais maire de ma ville de Vence dans les Alpes-Maritimes, en prenant des dispositions par arrêté ou par délibération du conseil municipal. Voilà très rapidement. Et donc aujourd'hui, je suis, comme le disait Caroline, présidente du groupe d'études sur la condition animale. C'est un groupe, c'est pas moi qui l'ai créé, ce groupe d'études. Il a été créé par une vétérinaire qui s'appelait Geneviève Gaillard. Il faut rendre à Geneviève ce qui appartient à Geneviève. Cette vétérinaire était également maire de Niort en 2000, et il y a 18 ans, en fait, 18 ans et demi, elle avait créé un groupe qui s'appelait le groupe d'études sur la protection animale. Et j'ai souhaité, en prenant la présidence, en changer l'intitulé pour passer de protection, qui me semblait être quelque chose de très montrant une forme de supériorité de l'homme vis-à-vis de l'animal, ce que je ne renie pas, mais ce que je souhaite, qui est un sujet également sur lequel je souhaite parler avec vous, transformer protection animale par condition animale. La condition de vie des animaux. De quelle façon est-ce que les hommes se préoccupent de la condition de vie de ces animaux qui sont des êtres vivants? Et il me semble, moi, qu'une humanité qui est dans le déni de la souffrance de l'animal et de la souffrance de ce qui vit est une humanité qui, d'une certaine façon, est défaillante. Et c'est en ce sens que j'aborde ce sujet, en essayant d'éviter les passions qui sont inhérentes à ce sujet depuis toujours et qui font d'ailleurs probablement ces passions le fait que ce sujet évolue assez peu, en réalité, dans l'hémicycle à la fois de l'Assemblée nationale et du Sénat. En essayant de se dégager de ces passions, en essayant de prendre un petit peu de hauteur autant que possible, de trouver des équilibres et des consensus sur cette question, considérant que c'est une question qui aujourd'hui est politique au regard des attentes de la société qui sont validées par des études extrêmement sérieuses qui indiquent que cette préoccupation aujourd'hui est de plus en plus forte au sein de l'opinion publique. En sortant donc de ces passions et en tentant de trouver des équilibres, des consensus, en partant du principe qu'il ne s'agit pas de s'occuper que de la condition des animaux quand on est député, évidemment, mais qu'il faut s'en occuper aussi, que le législateur a pour mission, me semble-t-il, de prendre ce sujet à bras-le-corps, parce que non seulement c'est une attente forte de la société, mais aussi parce qu'encore une fois, c'est une forme ultime, me semble-t-il, d'expression de l'humanité et de lutte contre l'injustice, contre ceux qui n'ont pas la parole et sont les plus faibles. Voilà ce que je voulais dire en introduction. La France est en retard sur ces questions, elle le rattrape progressivement, et c'est vrai que cette législature sera probablement la législature dans laquelle on aura le plus évolué. On fera le point en juin 2022, mais je crois pouvoir vous le dire dès à présent. Il y a une proposition de loi importante qui va être votée à la fin du mois de janvier, donc on est en plein dans l'actualité. Et voilà, l'important est maintenant que vous ayez la parole et que vous puissiez poser toutes les questions que vous souhaitez poser à Luc ou à moi-même. Je vous remercie. On a déjà des questions qui, pour apporter une réponse complète, je pense que Luc, il faudrait quelques précisions scientifiques sur la mesure du bien-être. Comment est-ce qu'on considère ce bien-être animal, puisqu'on a une question d'Hélène Blaski-Révol, notamment, pour savoir si c'est quelque chose d'anthropomorphique que de considérer le bien-être chez l'animal. Est-ce que c'est une terminologie ou est-ce que cette vision porte débat? Également, dans cette thématique de questions, est-ce qu'il y a des grilles d'évaluation pour savoir si l'animal est en état de bien-être? Est-ce que c'est utile et utilisé? C'est une première question. Oui, alors sur la vision anthropomorphique, maintenant, les connaissances scientifiques ne font plus aucun doute, hein. Les animaux sont doués de sensibilité. Ça a été inscrit alors au début avec l'article L214 dans le Code rural, hein, l'article de l'association du même nom, dans l'année 1976, et puis plus récemment en 2015 dans le Code civil. Donc les animaux sont doués de sensibilité, ils sont capables de ressentir des émotions. Et maintenant, il y a une définition très précise
qui a été donné par l'ANSES sur la définition du bien-être des animaux. Le bien-être des animaux, c'est un état mental et physique lié à la satisfaction des besoins physiologiques et comportementaux des animaux, et ainsi que de leurs attentes. C'est-à-dire qu'en fait, le bien-être, ça dépend de la perception de la situation par les animaux. Ils ont des émotions et ils vont ressentir la situation qu'ils vivent. Donc c'est quelque chose, ce bien-être, qui est absolument pas anthropomorphique, et donc il faut distinguer de la notion de bien-traitance ou de protection animale, où c'est l'homme qui va mettre les moyens pour assurer le bien-être. Mais c'est pas pour autant que les animaux vont, eux, le ressentir. Par contre, l'amélioration du bien-être animal et son évaluation, c'est forcément un peu anthropomorphique. Parce que c'est nous qui allons évaluer le bien-être des animaux et c'est nous qui allons les améliorer. En tous les cas, pour les animaux qui sont sous la responsabilité de l'homme, parce qu'actuellement, la faune sauvage non captive, on ne parle pas de protection et de bien-être animal. Donc, ce n'est pas une vision anthropomorphique pour la notion de bien-être animal. Son évaluation et son amélioration, bien évidemment, dépendent de l'homme. Et pour ça, il y a des grilles d'évaluation qui ont été développées, qui sont maintenant bien utilisées, qui sont validées. Il y en a un qui parle de la grille Welfare Quality, c'est celle qui fait un peu référence, enfin qui fait beaucoup référence. Elle a l'avantage d'être exhaustive et de mesurer parfaitement le bien-être des animaux, et l'inconvénient d'être un peu longue à mettre en œuvre. Et donc, on a des dérivés de ces grilles d'évaluation, mais il faut savoir qu'on est capable d'évaluer le bien-être des animaux en évitant là par contre la vision anthropomorphique, parce que ce que l'animal pense, ce n'est pas ce que je pense, donc il faut avoir des indicateurs où les animaux ils nous disent ce que c'est que le bien-être animal. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais sinon j'y reviendrai. Et on nous le dira. Merci Loïc. Merci Luc, pardon. Je pense qu'on a une question ensuite pour monsieur le député par rapport justement aux groupes activistes comme la L214 dont Léa Schmitt parle. Il nous demande si c'est en partie à cause de ces groupes, à cause à des guillemets, que la question du bien-être animal est devenue populaire. Est-ce qu'il y a eu des éléments déclencheurs, notamment pour la formation du groupe d'études sur la protection condition animale créée par votre prédécesseur? Merci pour la question, et c'est une question importante. Elle revient très très fréquemment, cette question. Hein, c'est vraiment, ça montre quand même la notoriété qu'a acquise l'association L214. Il s'agit d'elle, et Luc a rappelé d'où on tirait ce nom L214, un article très précis d'une loi, de la loi qui parle de la sensibilité effectivement des animaux. Je voudrais rajouter un tout petit point par rapport à ce qui a été dit avant sur l'anthropomorphisme qui est systématiquement avancé pour balayer toute forme d'intérêt à la question du bien-être animal. Pour moi, je dirais juste une phrase. La question pour moi n'est pas de savoir s'ils pensent, les animaux, et s'il peut y avoir de ce côté-là une forme d'anthropomorphisme dans les comportements qui peuvent exprimer. La question pour moi est de savoir s'ils souffrent. Et le point sur lequel moi je travaille, c'est de dire, encore une fois, sans aucune forme d'antispécisme, je suis un spéciste assumé. Je considère qu'il y a une hiérarchie dans l'échelle de l'évolution des espèces et qu'au sommet de cette évolution, il y a l'homme. Mais précisément, c'est parce qu'il y a l'homme au sommet de cette évolution qu'il faut regarder de quelle façon est-ce qu'on peut limiter la souffrance. Et moi, l'objectif que je me donne, quelles que soient les catégories d'animaux qu'on va évoquer pendant cet échange, c'est de savoir si à toutes les étapes de leur vie, on peut diminuer la souffrance qu'il leur est infligée, améliorer leur bien-être. Voilà, c'est là-dessus, et on le peut, et on a des marges de progression qui sont immenses. L214, pour revenir à la question, a été absolument les méthodes qu'on connaît, et ces méthodes sont extrêmement efficaces. Il y a eu avant et après L214 dans la prise de conscience de la façon avec laquelle parfois les animaux étaient traités par les humains dans notre pays et ailleurs. Donc incontestablement, cette association a eu un rôle majeur. Il y a eu dans la loi en France et au niveau européen des étapes importantes. On ne va pas y revenir, ça serait un petit peu fastidieux, mais ça fait longtemps que les députés de l'Assemblée nationale
passe des lois sur cette question-là, mais incontestablement, de façon un peu lente, incontestablement, L214 a été un accélérateur de la prise de conscience, à la fois au niveau du public, de l'opinion publique, faisant pression sur le législateur pour pouvoir agir. Ce qui est absolument extraordinaire avec cette L214, c'est que les méthodes utilisées par cette association sont des méthodes qui sont des méthodes répréhensibles par la loi. Ce sont des images qui sont prises de façon non autorisée, clandestine, dans des lieux privés, dans lesquels il peut y avoir des intrusions. Donc, de façon absolument certaine, et pas systématiquement, mais très souvent, ces images sont tournées de façon illégale. Bien. Elles filment pour autant des réalités. Je ne crois pas que dans les images qui étaient filmées par L214, ils l'ont fait une fois, ça leur a coûté très cher. Il y a eu une incrustation d'autres images venant d'autres pays dans une vidéo qu'ils ont portée à la connaissance du public. Ça leur a coûté extrêmement cher, ils ne le font plus. Donc les images qui sont filmées sont des images clandestines, tournées illégalement, mais qui représentent une réalité incontestable. Ce qui est extraordinaire, c'est que malgré cela, les images qui sont utilisées par L214 sont utilisées et ont encore été utilisées récemment par le ministre de l'Agriculture pour porter un arrêté de fermeture sur un abattoir. Donc on utilise des images illégales et clandestines, on peut dire ce que l'on veut de L214, c'est le cas, mais pour parfois prendre des arrêtés ministériels. Donc on est dans une espèce de schizophrénie par rapport à ces questions de conditions animales en France et bien-être animal qui est tout à fait surprenante et qui indique bien qu'il y a là des décisions à prendre pour, encore une fois, faire évoluer les choses sur ce point. Je vous remercie. Je pense qu'on a encore on a deux questions qui se rejoignent sur les catégories d'animaux. C'est Romain Rigueur de l'École centrale de Lyon qui nous demande si, justement, on parle beaucoup du bien-être des animaux de compagnie, des animaux d'élevage ou lors d'études précliniques. Tout à l'heure, Luc, tu parlais de la faune sauvage et est-ce que justement dans cette notion de bien-être, on s'intéresse ou on s'intéressera aussi aux animaux de la faune sauvage? Peut-être que dans la question, il y avait l'aspect zoo, parce que ce sont des animaux que l'on va conserver dans les zoos notamment. Donc, est-ce qu'il y a, dans le bien-être, est-ce qu'il y a un seul bien-être pour tous les animaux? Est-ce qu'il y a des catégories d'animaux, des catégories de bien-être? Et est-ce que cela concerne aussi les animaux de la faune? Et j'aurais, pour compléter cette question, c'est savoir si cette absence de souffrance dont nous parle Monsieur le député, est-ce que cela correspond est-ce qu'absence de souffrance, ça veut dire bien-être? Est-ce que pour le bien-être, il est nécessaire qu'il y ait... voilà. Est-ce que tu pourrais compléter un petit peu par rapport à ça? Et ensuite, si Monsieur Loïc, vous pourriez nous redonner cette dimension d'un point de vue politique par rapport à ces peut-être catégories d'animaux. Alors, pour répondre à la question de Romain, pour l'instant, on parle effectivement de bien-être animal pour les animaux qui sont sous la responsabilité de l'homme. Et le bien-être, c'est un bien-être qui est individuel. Là, dans la question de Romain que j'entends, c'est plus au niveau de la protection de la nature et de la faune sauvage. La déforestation, on va assez peu s'intéresser à tel animal ou à tel autre animal. C'est plus à l'échelle d'un groupe d'animaux ou à l'échelle de l'espèce qu'on va s'intéresser. Et dans ce cas-là, on n'est pas sur les mêmes notions. Nous, on parle vraiment de bien-être animal pour les animaux sous la responsabilité de l'homme, et c'est un bien-être qui est individuel. Pour autant, l'homme, il a des conséquences dramatiques sur la survie de ces espèces-là, et notamment ce qui est la déforestation, ont des conséquences qu'on connaît tous sur les espèces menacées. Et là, je voudrais juste faire un petit parallèle, c'est que des fois, adopter des modes d'alimentation ne sont pas cohérents. On peut adopter des modes d'alimentation pour essayer de favoriser le bien-être animal très localement, mais qui au final ont des conséquences beaucoup plus importantes à l'autre bout de la planète. Si on va sur des produits ultra transformés, véganes, à base de soja sud-américain, on a peut-être sauvé la vache qui était en France, mais on a peut-être détruit de très nombreux animaux dans les autres pays. Donc, c'est une notion complexe et on ne peut pas être catégorique sur l'un ou sur l'autre. Soyons pragmatiques.
ne sais pas si j'ai répondu à la question tout à fait de Romain, mais on en parle assez peu pour la faune sauvage et les effets de la déforestation. Ce n'est pas le même sujet. Après, sur ce qui est de la souffrance, non, la souffrance n'est pas suffisante, hein. L'absence de souffrance n'est absolument pas suffisante pour parler de bien-être animal. C'est un critère majeur, hein, mais comme la douleur, comme la maladie. En fait, hormis la définition théorique que je vous ai donnée, on définit le bien-être à partir de 5 grandes libertés. On appelle ça les 5 libertés du bien-être animal. La première, c'est l'absence de faim et de soif. Il ne faut pas que les animaux souffrent de la faim et de la soif. La deuxième, c'est l'absence d'inconfort. Il faut fournir un logement qui soit confortable aux animaux. La troisième, c'est l'absence de douleur, blessure et maladie. Donc pas de douleur, pas de blessure engendrée par l'homme. La quatrième, c'est la liberté d'exprimer les comportements qui sont propres à l'espèce, avec notamment toutes les évolutions législatives qui ont eu lieu pour donner plus de mouvement aux animaux, notamment aux truies par exemple, ou aux poules. Et la quatrième, c'est l'absence de peur et d'anxiété. Donc c'est ces 5 libertés qui doivent être respectées pour qu'on tende vers le bien-être des animaux, sachant qu'après, il va falloir l'évaluer. Et quand on regarde bien ces 5 libertés, alors je vais faire un peu de pub, mais qu'on soit agro ou veto, on a une place majeure pour ces 5 libertés-là, que ce soit pour le logement, pour l'alimentation, pour l'absence de douleur et de maladie ou pour le comportement. Donc il y a vraiment un sujet qui est d'actualité et sur lequel on peut se saisir. Merci Luc. Louis, qu'est-ce que vous pourriez compléter avec l'aspect justement sur plus politique de cela? Et on pourrait ajouter, c'est la question de Michel Pépin qui, justement par rapport à cette globalité, nous attire l'attention sur la non-réciprocité des mesures de bien-être animal que nous mettons en place en France ou qui vont être mises en place en France, avec des très bonnes mesures dans nos élevages, mais sans s'assurer que les mêmes mesures sont en place dans les pays exportateurs, d'où une concurrence déloyale pour nos paysans. Donc, quel est le rôle du politique par rapport à cette question avec des pays exportateurs de denrées animales comme le Brésil ou la Chine? Ouais, c'est une très bonne question. Et une question compliquée. Bien sûr, on est au cœur d'un débat politique complexe sur lequel il faut qu'on puisse apporter des réponses, que j'ai pas toutes évidemment, hein, sinon ça serait simple et les débats seraient plus courts. Il a été évoqué également avant cela la question des grandes catégories d'animaux. Je voudrais revenir juste sur un point. Il y a effectivement l'animal de compagnie dont on parle finalement assez peu quand il s'agit de bien-être animal parce qu'on a l'impression que c'est un animal qui est pour lequel voilà, c'est le toutou à sa mère, pour utiliser une expression triviale, que tout va bien pour lui, qu'il est choyé dans les foyers, etc. Ce n'est pas exact, mais en tout cas, c'est la perception qu'en ont les gens, et du coup, on parle assez peu de ces questions-là. Par ailleurs, c'est une question qui n'a pas du tout été préemptée, ce bien-être des animaux de compagnie, par L214 ou d'autres grandes associations de protection animale, ce qui fait qu'effectivement, on a cette perception de l'animal de compagnie, animal de la famille et choyé. Ce n'est pas exact. Ça n'est pas la réalité en France et là-dessus on pourra revenir si vous le souhaitez. Deuxième aspect, ce sont les animaux de production. Là effectivement Luc en est un des grands spécialistes. On a en matière de bien-être, on a là effectivement en termes de quantité d'animaux et de législation, et je vais revenir après sur la question des problèmes de déséquilibre concurrentiel. On a là effectivement le sujet principal de ce qui est évoqué, notamment médiatiquement, sur la question du bien-être animal. Il y a ensuite la catégorie des animaux d'expérimentation, qui est une catégorie également à part, avec la règle des 3 R qui a été évoquée, sur laquelle on a aussi beaucoup à dire. On pourrait avoir beaucoup à dire parce qu'elle n'est pas appliquée en réalité de façon stricte et elle est probablement incomplète à mon sens et il faut la faire évoluer. Et puis il y a la faune sauvage captive, la faune sauvage captive, donc qui est sous la responsabilité et possédée par l'homme, les cirques, les delphinariums, les parcs zoologiques, et la faune sauvage libre, le loup, le lynx, l'ours, et tous les animaux gibiers qui sont chassés et qui eux là ont un statut juridique extrêmement particulier puisqu'ils sont dits res nullius, ils sont sans droit, et ces animaux, tout à fait curieusement, alors qu'ils ont la même capacité à ressentir de la souffrance, eh bien, on peut en disposer comme on le souhaite. On peut les couper en deux vivants et en faire. Voilà, on n'est pas sous le coup à ce moment-là
d'actes de maltraitance ou de cruauté, et donc on est passible d'aucune forme de sanction pénale en les maltraitant. Donc là, il y a une vraie question, je pense, qui est une question éminemment politique, au sens où, quand on parle de faune sauvage libre, que je viens d'évoquer, on parle de chasse, et donc là, on est encore sur un autre sujet qui est un sujet très, très, très compliqué. Donc ce statut de res nullius, sans droit pour ces animaux, est en réalité quelque chose qui sera très difficile à faire évoluer, me semble-t-il, politiquement. Sur la question qui était au cœur du sujet, qui est la question qui était posée préalablement, c'est effectivement ce déséquilibre concurrentiel. Vous avez tout à fait raison, il y a là un vrai problème sur lequel il faut qu'on puisse réfléchir. Il faut en tout cas, et déjà dans un premier temps, que la valorisation du travail de l'éleveur, puisqu'on parle là en particulier de l'élevage d'animal de production, d'agriculture et de consommation de nourriture, il faut absolument trouver les moyens pour que la valorisation du travail de l'éleveur sur ces critères de bien-être animal soit mise en avant. Et là, on parle effectivement du coup d'une question d'étiquetage. Comment est-ce que moi, consommateur, je suis capable de reconnaître un produit sur lequel l'éleveur a fait un effort pour l'élever dans de bonnes conditions? On connaît l'impact que peut avoir cette attention portée au bien-être animal auprès des consommateurs, même s'il est surévalué. Même s'il est surévalué, j'en suis absolument convaincu. Quand on demande à un consommateur, est-ce que tu préfères acheter ce produit qui respecte le bien-être de l'animal de sa naissance à sa mort, ou celui-là, sachant qu'il est un petit peu plus cher, la déclaration du consommateur va être de dire je préfère évidemment consommer et acheter celui qui est un peu plus cher. De combien? 10%, 15%, 10%, 15%, 20%, 20%. Et en réalité, quand on se retrouve dans les rayons des supermarchés, on voit bien que là, en face d'un produit censé respecter une forme de bien-être animal, le consommateur est beaucoup plus réticent et va finalement se retourner vers le produit qui est moins disant sur cette question-là. Donc, je pense que une des clés du problème, c'est effectivement les contraintes qui sont portées sur les accords internationaux, CETA, Mercosur, par exemple, sur lequel la position de la France, notamment sur le Mercosur, est absolument claire. On ne votera pas forcément pour cette raison, mais cet accord ne sera pas voté en l'état, notamment pour des questions de déforestation qu'a évoqué Luc. Mais l'étiquetage, il est absolument essentiel. Il faut qu'on ait un étiquetage qui soit un étiquetage unifié, uniforme, basé sur des critères extrêmement précis, scientifiques, validés. Parce qu'aujourd'hui, on voit pléthore d'étiquetages sur lesquels le consommateur n'arrive pas bien à se retrouver. Et puis, évidemment, éventuellement, il faudrait qu'aussi l'État, probablement, eh bien, s'il va jusqu'au bout de la démarche, aide, contribue, et ça va être le cas notamment dans la nouvelle PAC, contribue financièrement, facilite le fait que les éleveurs mettent en œuvre cette dimension au bien-être animal pour pouvoir mieux valoriser leurs produits et le vendre à un prix probablement supérieur, mais qui soit intégré et acheté par le consommateur. Caroline, si je peux juste compléter, je suis d'accord avec ce qu'a dit Loïc, hein, mais même nos éleveurs qui ne font que respecter la réglementation européenne sont souvent mieux disants par rapport à certains pays qui sont cités par Michel Pépin. Et donc, même ceux qui ne sont pas dans des signes officiels de qualité, dans un étiquetage, la réglementation européenne fait que les conditions d'élevage des animaux sont plus strictes et plus respectueuses des animaux en Europe que dans bien des pays du monde. Donc déjà, alors c'est sûr, on a des efforts à faire, on n'est pas parfait, il y a plein de choses à améliorer, mais au niveau européen, on est déjà mieux disant que certains pays comme la Chine, comme le Brésil. Vous pouvez voir des photos et des vidéos sur Internet qui sont pas réjouissantes. Après, sur la question, il y a deux aspects. Sur la question du consommateur, effectivement, hein, quand on va au supermarché, on voit ce que achètent les consommateurs. C'est un petit peu en train de changer. On le voit avec les œufs. Les œufs, par exemple, où les consommateurs, alors c'est un produit pour lequel l'acte d'achat est peu onéreux. Et donc, les œufs coquilles, ceux qu'on achète au supermarché, il n'y a quasiment plus de vente de coquilles de poules élevées en cage. Donc, le consommateur est quand même prêt à faire un petit peu. C'est des tendances qu'on ne retrouve pas sur les produits plus chers, le veau, le bœuf, le porc, etc. Mais c'est quelque chose qui commence. Et enfin, dernière remarque que je voulais faire, c'était sur la question de l'étiquetage. Moi, je suis hyper favorable à l'étiquetage bien-être animal. Et alors, moi, il y a un étiquetage sur lequel je me bats encore le plus, c'est l'abattage avec étourdissement versus abattage sans étourdissement, hein, qui, à mon avis, est fondamental comme étiquetage. C'est la problématique de l'étiquetage, c'est le problème de l'évaluation.
Parce qu'après, il faut des organismes indépendants qui soient capables d'aller dans les élevages, de les évaluer et pas uniquement d'évaluer que l'éleveur, il a rajouté 2 perchoirs. C'est bien, mais ça suffit pas. Et donc l'étiquetage, pour l'instant, il y a une association, hein, qui a été créée pour développer l'étiquetage, hein, qui est portée par des associations, de protection animale en lien avec le groupe Casino au début et dont la présidence est Louis Schweitzer, l'ancien PDG de Renault. Ils ont développé l'étiquetage pour l'instant que sur le poulet. Parce que sur les autres animaux, bah, ça coince un petit peu parce que c'est compliqué. C'est compliqué, donc il faut y aller, il faut qu'on ait des moyens de l'État, il faut qu'on ait des gens qui s'investissent, il faut, voilà, mais c'est relativement compliqué. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi, la question, ça serait aussi sur l'éducation du consommateur, parce que tu parles d'abattage avec étourdissement, sans étourdissement, est-ce que le consommateur sait que l'animal est abattu avec ou sans, comment Non, moi je pense que l'éducation, alors c'est la clé, hein, alors c'est un peu l'objectif de la création de la chaire bien-être animal. Je pense que ça met toutes nos questions, on pourra parler vaccin, on pourrait parler n'importe quoi, toutes nos questions passent par la question de l'éducation. Déjà, éduquer les gens à ce que c'est que l'élevage. Loïc, tout à l'heure, quand tu l'as interrogé sur le L214, on sait aussi que une des causes de la prise en compte du bien-être animal, c'est que les gens ils se sont éloignés de l'élevage et les gens ne connaissent plus le monde de l'élevage. Et ils assimilent un peu l'élevage à ce qu'ils voient sur Internet et donc ils font une sorte d'amalgame. Donc il faudra une éducation à l'élevage. Il faudra une éducation à ce que c'est que le comportement des animaux. Loïc, il en parle très bien, mais le chien, ça mémère. C'est pas parce que c'est mémère qu'il est content, le chien. Si on ne connaît pas son comportement et si on n'en prend pas compte, bah, il sera pas bien. Je veux dire, un chien, c'est pas fait pour rester toute la journée H24 sans sortir dehors. Un cheval, c'est pas fait pour être dans un box toute la journée. Voilà, enfin, il y a des choses comme ça. Donc, l'éducation, c'est prioritaire fondamentale. Merci. Et L214 l'a très bien compris. Hein. Ouais. Ils font des kits dans les écoles, ça marche super bien. Hein. Ah, c'est bien. On a donc répondu en passage à la question d'Annabelle pour les signes officiels de qualité, avec le signe de qualité bien-être animal. On a une question d'Amandine, Amandine Rave, sur les freins majeurs aux avancées politiques en France en matière de bien-être animal, que ce soit pour les animaux de compagnie, donc les chiens, chats, sa mère qui se font tirer dessus sur la laisse ou parfois malmenés dans les bras, ou les animaux d'élevage. Quels sont les freins C'est une question pour Loïc. Oui, c'est une bonne question également. C'est agréable de répondre à cette bonne question. Je vois qu'il y a du niveau à Lyon parmi les étudiants. Les freins politiques, ils sont de plusieurs natures. D'abord, la condition animale, c'est pas quelque chose c'est pas un sujet qui est considéré comme prioritaire. Et je le conçois parfaitement. Il y a des choses qui sont extrêmement importantes et probablement plus importantes que de s'intéresser à la condition animale. Ça peut paraître assez iconoclaste de ma part de vous dire une chose pareille, mais à titre personnel, si je devais choisir entre sauver un bébé qui se noie et un chien qui se noie, je me précipiterais vers le bébé. Et donc, c'est un petit peu, pour faire simple et court et imagé, ce qui est répondu par les députés ou les sénateurs sur ces questions-là. Disons, Loïc, tu es sympa avec tes questions sur la condition animale, mais enfin, on a quand même d'autres trucs plus importants, hein, plus sérieux. Voilà. Donc, c'est un sujet qui est considéré comme secondaire et qui montre bien d'ailleurs la relation aujourd'hui, de façon générale, qui est établie entre l'homme et l'animal. Et cette forme, au fond, un petit peu de mépris, voire d'irrespect ou d'ironie qu'il peut y avoir de la part d'un certain nombre d'élus, quels qu'ils soient, hein, que ce soit des élus de la nation ou des élus locaux. Ça, c'est le premier point. Un agenda parlementaire qui est extrêmement chargé, avec des lois qui sont donc considérées comme plus importantes, plus urgentes, et qui donc encombrent un agenda qui est déjà très surchargé, qui fait que, il est extrêmement compliqué de mettre à l'agenda de l'Assemblée nationale du Sénat une loi qui va concerner la maltraitance ou le bien-être des animaux. Et puis, il faut le dire aussi, je le dis en toute transparence, parce que moi j'aime bien dire les choses comme elles sont, il y a un lobbying très fort qui est opéré par des syndicats agricoles, par des syndicats de chasseurs ou des fédérations de chasse, qui sont extrêmement présentes dans les territoires et au sein des circonscriptions, qui représentent un électorat non négligeable et qui font valoir leurs propres intérêts. Le lobbying, c'est quelque chose qui est
normal, logique. Ça existe pour tous les corps professionnels et pour toutes les activités, et il s'exerce en particulier sur ces questions-là. Donc, quand il s'agit de parler de conditions animales, notamment en matière d'élevage, eh bien, on se heurte là systématiquement, effectivement, au travail de la FNSEA, de la FDSEA, qui considèrent que tout ça c'est très bien, mais qu'ils ont du mal à gagner leur vie, à boucler leur fin de mois, ce qui est vrai, et qu'on va leur rajouter des contraintes supplémentaires qui vont faire qu'ils ne s'en sortiront plus financièrement. Voilà les principales raisons pour lesquelles eh bien, il est compliqué, même extrêmement compliqué, de faire passer une loi à l'Assemblée nationale. C'est pour ça que je me réjouis, mais vraiment, je me réjouis que le 26 janvier, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, on ait 3 journées complètes pour débattre d'une loi qui va concerner le bien-être des animaux de compagnie et celui de la faune sauvage en captivité. Cette loi rentrera, j'en suis absolument convaincu, dans l'histoire de la loi en faveur de la protection des animaux en France. La dernière fois qu'il y a eu une avancée, qui était d'ailleurs plus symbolique qu'autre chose, c'était en 2015, me semble-t-il, à l'Assemblée nationale, qui était l'amendement Glavany, un amendement porté par Jean Glavany sur le fait de rentrer dans le Code civil la sensibilité de l'animal. Sous réserve, cet amendement disait, l'animal est un être vivant doué de sensibilité, sous réserve des lois qui les protègent, l'animal est soumis au régime des biens. C'est-à-dire qu'on considère que l'animal a des droits parce qu'il est sensible, mais bon, ça reste quand même un bien. Et une chose, c'était la dernière avancée, j'allais dire, un peu significative et majeure. C'était il y a 6 ans maintenant. Fin janvier, on aura avancé, je pense, de façon très significative sur la question animale de compagnie, sur la question de la faune sauvage captive dans les delphinariums ou dans les cirques. C'est historique en ce sens parce qu'encore une fois, on a un agenda qui est complètement débordé. Je vais compléter en prenant 2 exemples sur la réponse de Loïc. On a assisté tous les deux à un colloque de la Fondation Droit Animal et Société en novembre, et pour parler un peu des enjeux politiques. Et l'association OABA, œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir, qui milite pour un abattage avec étourdissement et qui est présidée par un collègue vétérinaire, a interpellé le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, pour lui dire comment ça se fait qu'on n'avance pas plus sur ces questions-là, alors qu'il y a quand même à peu près consensus d'une partie sur cette question-là. Et c'était 2 jours, Loïc, tu m'arrêtes, c'était 2 jours après l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty. Et là, il a dit, d'un point de vue politique, pousser ces questions-là, c'est relativement compliqué, sans discriminer la religion musulmane. Donc, en fait, il y a parfois des volontés, mais il y a d'autres problématiques à l'agenda qui font, oui, Vanessa, je suis d'accord avec toi, qu'il y a d'autres problématiques qui viennent se greffer dessus et que ce n'est pas si évident. Et après, c'est pas pour ça qu'il faut pas avancer, hein. Je veux dire, c'était la raison politique, je dis que c'est pas pour ça qu'il faut pas avancer. Et après, Loïc, qui parlait de la FNSEA, et c'est vrai qu'il milite assez peu pour l'amélioration du bien-être des animaux. Et pourtant, Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, elle a tous ses porcs élevés sur paille et pas sur caillebotis. Donc en fait, ils ont parfois des positionnements individuels qui peuvent être différents des positionnements institutionnels pour essayer parce qu'ils représentent une partie de la population. Donc on a des freins, des jeux de lobby qui sont extrêmement importants. Peux-tu nous préciser pour les porcs sur paille ou caillebotis, pour ceux qui ne sont pas habitués à savoir 99% des porcs sont élevés sur caillebotis béton, c'est-à-dire qu'ils sont sur du béton avec le sol qui a des fentes pour laisser passer les fesses, dans des bâtiments fermés avec une petite trappe qui voit le jour en haut, bâtiments ventilés. Et puis il y en a d'autres qui sont très très peu en plein air, et sinon des bâtiments où ils sont toujours à l'intérieur, mais par contre sur de la paille, ce qui permet pour l'animal de favoriser son comportement de fouissage, son comportement de grignotage, et donc d'exprimer ses comportements. Si on n'a pas ça, on a plusieurs problématiques. On a les animaux qui ne vont pas pouvoir grignoter la paille, par exemple, et en l'absence de matériaux à grignoter, bien souvent, ils vont grignoter la queue du petit copain, et donc entraîner du cannibalisme et de la codophagie. Donc voilà, donc maintenant, on a une obligation de mettre des matériaux manipulables
pour les porcs en caillebotis. Donc, on va leur mettre des bouts de tuyaux, des ballons, des choses comme ça pour qu'ils puissent avoir un comportement à peu près normal. Merci. On a des commentaires qui se font dans le chat, notamment sur un seul bien-être, avec le parallèle souligné par Agnès Benamou sur le lien entre la santé mentale humaine et le bien-être animal dans notre société évolutive, et la complexité pour le vétérinaire de pouvoir mener des actions sans avoir un réel soutien politique. Donc, est-ce que dans la mission de la Commission pour la condition animale, il y a une section qui sera pensée pour les vétérinaires, pour leur donner du soutien professionnel face à parfois des éléments compliqués sur de bien-être animal. On parle à nouveau des animaux de compagnie. Donc, Loïc, si vous pouvez nous en dire un petit peu plus précisément sur l'animal de compagnie, et ensuite on abordera la chasse et les animaux de laboratoire, puisqu'il y a eu plusieurs questions là-dessus également. Oui, c'est le sujet One Health, une seule santé, hein, la santé globale, les liens entre la santé de l'animal, la santé de l'homme et la santé de l'environnement. Elles ont eu une représentation magistrale avec la crise de la Covid-19. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si cette crise a pu avoir un intérêt, elle a eu l'intérêt de mettre en évidence le lien intime qu'il y a entre ces trois santés. Et donc, du coup, puisqu'on parle de santé animale, du rôle majeur que le vétérinaire peut avoir à jouer dans cette question de pandémie et de la prévention des futures pandémies, parce qu'il y en aura d'autres. On sait aujourd'hui parfaitement qu'il y a au moins 800 pathogènes dont on ne connaît pas, environ 800 pathogènes encore inconnus qui seraient pathogènes pour l'homme. Et qui émergent dans le cas précisément d'attaques de l'environnement, d'attaques de la biodiversité, de déforestation. Moi, j'ai donc fait ce qui me semblait être important, sans corporatisme, en disant au président de la République, en lui envoyant un courrier, en lui disant il faut qu'il y ait un vétérinaire au conseil scientifique. Je sais que le conseil scientifique gère une crise, mais pour peut-être élargir le panel de ceux qui réfléchissent à cette crise, et pour aussi prévenir les futurs, il me semble qu'il faudrait injecter, entre guillemets, dans ce conseil scientifique un vétérinaire. Ça va être le cas. Le vétérinaire va rentrer en question, va rentrer dans les jours qui viennent au conseil scientifique. Et c'est simplement, encore une fois, ce n'est pas de corporatisme, c'est simplement une forme de logique au regard du lien intime qu'il y a entre ces trois santé. Pour la prévention des futures pandémies, il faudrait évidemment qu'il y ait des médecins, des vétérinaires, oui, et puis des écologues, des environnementalistes. Et c'est le sens également de la proposition de résolution que j'ai proposée au gouvernement pour dire qu'il faut que la France soit active sur cette question-là. Et Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, a déclaré qu'il y aurait un haut conseil aux trois santé prochainement qui a été créé, qui va voir le jour et être actif, j'espère, le plus rapidement possible. Donc les vétérinaires ont un rôle majeur à jouer sur ces questions-là pour le bien-être et la santé des hommes et de l'environnement. Voilà, on revient à Pasteur, on revient au bacille de Calmette et Guérin, Calmette le médecin, Guérin le veto, et c'est une bonne chose que finalement, c'est une bonne chose que ce Covid-19 ait permis cette prise de conscience. J'espère qu'elle sera traduite dans les faits. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à la question. Je vais me permettre de compléter, Loïc. Alors, forcément, tu es vétérinaire, forcément, nous, on est VétaGrossup. Dans le One Health, il y a animal, humain, environnement. Les agros, tu l'as dit avec les écologues, mais ils ont un rôle absolument essentiel aussi à jouer. On ne pourra pas faire l'un sans l'autre, hein. Je ne dis pas ça pour. J'en suis intimement convaincu. Et après, par rapport à ce que disait Agnès, on a le concept de One Health et il y a aussi le concept de One Welfare qui est extrêmement important. Alors, Loïc l'a dit en disant une seule santé et un seul bien-être. On sait qu'améliorer le bien-être des animaux, ça améliore le bien-être de l'homme et ça permet une meilleure préservation de l'environnement. De la même manière, un éleveur, un propriétaire qui n'est pas bien, ces animaux ne seront pas bien non plus. Donc les trois, c'est lié. Et donc, il ne faut pas opposer l'un et l'autre. Il faut absolument dire que c'est un processus qui est gagnant-gagnant d'améliorer le bien-être de l'animal et aussi d'améliorer le bien-être de nos éleveurs. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Ce n'est pas possible. Absolument pas possible. Et si demain, il n'y a plus d'éleveurs français, on revient à la question d'avant.
on va importer des produits qui viennent de plus loin. Donc il faut qu'ils puissent gagner leur vie, il faut qu'ils puissent être dans un sentiment de reconnaissance, il faut qu'ils puissent être fiers de leur travail. Et c'est que comme ça qu'à un moment, ils s'occuperont encore mieux de leurs animaux. Merci d'avoir complété. Par rapport à la question du bien-être et la chasse, Loïc, vous l'avez abordé plusieurs fois. Est-ce que vous pourriez nous expliquer dans quel cadre est-ce que le bien-être animal est abordé dans la chasse? Est-ce qu'il s'agit justement de l'action de chasser et donc de peut-être déranger des animaux dans leur espace naturel, ou bien est-ce que c'est l'aspect de mise à mort qui est considéré? Oui, alors moi c'est toujours pareil, dans la volonté de rechercher des consensus et de faire avancer les choses, même à petits pas. À titre personnel, je ne suis pas chasseur, je ne l'ai jamais été, je ne le serai jamais, mais je respecte cette activité qui est une activité ancestrale. À l'époque, on chassait pour se nourrir, ce n'est plus le cas. Il y a peut-être là une question à avoir. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas de problème particulier avec les chasseurs à tir qui, effectivement, sont capables de tuer, de tirer et de tuer un animal rapidement, sans souffrance. Ce sont d'ailleurs parfois, dans un certain nombre de cas, des gens qui connaissent très très bien la biologie des espèces qu'ils chassent et l'environnement dans lequel ils interagissent avec ces animaux. Et ils rendent des services incontestablement parfois à la biodiversité. Ça va paraître surprenant mais c'est un fait. Ce n'est pas le cas de tous les chasseurs non plus. Il y a des bons et des mauvais chasseurs, comme dirait l'autre. Mais en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Par contre, il existe des chasses qui sont des chasses qui, de façon absolument certaine, génèrent une souffrance intolérable de l'animal, objectivée par un certain nombre soit d'observations, soit d'analyses biochimiques qui peuvent être faites chez ces animaux. À quoi est-ce que je pense? Je pense à la chasse à courre. Je pense à la chasse à la glu. Je pense à toutes ces chasses traditionnelles, au déterrage des blaireaux ou des renards, ce qu'on appelle la vénerie sous terre. Voilà, ces chasses sont des chasses indignes. Et je le dis, je le répète, voilà, et je considère qu'on doit mettre fin à ces chasses dites traditionnelles dans notre pays. D'ailleurs, je vais vous dire, en réalité, on y a mis fin, puisque par exemple la chasse à la glu, qui consiste à coller un animal sur une branche pour ensuite s'en servir comme appât pour attirer ses copains et leur tirer dessus, est une chasse qui est interdite partout en France, partout en Europe, sauf dans 4 départements. Ça, c'est la particularité de la loi française. C'est interdit, sauf comme l'abattage rituel qu'évoquait Luc tout à l'heure. L'abattage rituel est interdit en France. L'abattage sans étourdissement est interdit en France. L'abattage halal ou kasher. Je veux dire halal et kasher. Hein. C'est important de dire halal et kasher. Parce qu'on a tendance à se focaliser sur le halal en oubliant le kasher. On pourrait beaucoup en dire d'ailleurs sur aujourd'hui la capacité à faire avancer ce débat avec les cultes, avec un culte musulman qui semble plus ouvert à des évolutions que le culte juif. Disons les choses comme elles sont. Comme elles sont. Parce qu'il y a une forme d'injustice dans la façon avec laquelle on traite aujourd'hui que la question du halal. Même si en termes de quantité, l'abattage halal est bien supérieur à l'abattage kasher. Voilà ce que je voulais dire. Donc moi, je dis qu'il faut mettre fin à ces chasses dites traditionnelles, conserver la chasse à tir telle qu'elle existe aujourd'hui, qui est une forme d'animation des territoires, tout en considérant également, les choses sont compliquées, qu'il y a beaucoup de personnes, c'est prouvé par des études, qui habitent elles-mêmes dans des milieux ruraux et qui expliquent qu'elles aimeraient pouvoir se promener plus tranquillement le week-end. Voilà, donc il y a aussi là des équilibres à trouver, des consensus à trouver pour faire que les choses et que la cohabitation se passe mieux sur le terrain. Je vous remercie. Je vois que Madame la directrice a levé la main pour une intervention. N'hésitez pas, Emmanuel, si vous voulez prendre la parole. Non, c'est une mauvaise manipulation, désolée. Je suis passionnée par le débat, alors j'ai peut-être mis un petit coup sur le… Bon. Ok, bon, c'est tout bon alors. Donc pour la chasse, on voit, ça souligne aussi des particularités très traditionnelles. On a une particularité en France qui fait beaucoup débat sur le sujet bien-être animal, c'est le foie gras. Quel est le point de vue des vétérinaires et du président de la commission bien-être animal? Luc, est-ce que tu peux nous parler du point de vue santé et bien-être par rapport à ça? Et peut-être ensuite, Loïc, si vous pouvez compléter. Bonne chance, Jean-Luc.
Ouais. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on a vraiment il y a comment dire, deux sciences, enfin deux opinions scientifiques, hein. Les deux, ils nous sortent des articles tous les deux, hein. Pour dire que la stéatose est réversible et n'est pas un état pathologique, que c'est vraiment la capacité de l'animal à faire des réserves pour migrer, et l'autre qui disent que c'est pas vrai du tout et que c'est un foie malade et qu'il s'en remet jamais. Euh, donc d'un point de vue sanitaire et bien-être animal, c'est assez compliqué. Après, la période de gavage, c'est 15 jours de gavage, et il y a beaucoup d'améliorations, hein, qui sont en cours. J'ai encore assisté à une thèse d'université il y a 3 semaines sur l'amélioration du bien-être des animaux pendant la période de gavage. Euh, à titre personnel, à la fois j'aime bien le foie gras, et à la fois je pense qu'effectivement, d'un point de vue bien-être animal, c'est pas optimal. Voilà, je suis plutôt du côté de ceux qui disent que c'est pas un foie normal de l'animal. Et là, j'ai une vision très très anthropomorphique, mais après avoir fait 3 repas de Noël, je me dis que je suis pas dans un bon état et que j'aimerais pas faire 14 jours comme ça, quoi. Voilà. Vanessa nous glisse un petit commentaire sur le fait qu'on pourrait, dans ce cas, sanctionner les propriétaires de chiens et chats très obèses. Bon, voilà, c'est la petite anecdote, ou les perruches nourries au tournesol. Après, Loïc va vouloir intervenir, mais Oui, c'est oui. aussi un produit, un produit culturel, traditionnel, et quoi qu'il arrive, même si on en venait à interdire la production de foie gras en France, ça ne se ferait pas comme ça d'un claquement de doigts. Il y a derrière il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui essayent de le faire bien. Faut les accompagner, en tout cas. Voilà. Merci, Luc. Alors là, on est sur un sujet qui est extrêmement intéressant. Parce que ça a l'air anecdotique, mais c'est extrêmement intéressant, et je vais vous dire pourquoi il me semble que c'est extrêmement intéressant. Alors oui, moi typiquement, je ne suis pas du tout un vegan, je ne suis même pas végétarien, j'aime bien manger un bon steak tartare, et je compte bien continuer comme ça. Mais le foie gras, j'ai arrêté. Ouais, mais moi aussi, tu vois, quand je dis que j'aime bien ça, j'en mange plus, en fait. Le foie gras, franchement, j'ai arrêté. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. J'adore ça, hein. C'est une douleur que d'arrêter le foie gras. C'est moins douloureux mais c'est moins douloureux que pour l'oie ou pour le canard. Le procédé de gavage est odieux. Le procédé de gavage pneumatique à la chaîne est odieux. Non, mais oui, mais en même temps, il y a des éleveurs qui le font très bien. Il y a des éleveurs qui le font de manière. Enfin, voilà. Je vais juste continuer sur le sujet, parce qu'il amène à l'intensification de l'élevage. Et ça, c'est vraiment, me semble-t-il, un sujet très intéressant, et également, après tout ce qu'on a pu échanger jusqu'à présent. Il faut que ceux qui nous écoutent sachent une chose, c'est que c'est la loi qui oblige le gavage pour obtenir du foie gras. On ne peut s'appeler foie gras, on ne peut se dénommer foie gras que si le foie a été obtenu par gavage. Mais le consommateur. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut obtenir le label foie gras et l'indiquer sur l'étiquette du produit que si ça a été obtenu par gavage, pour des questions de productivité et d'intensification de l'élevage? Parce qu'aujourd'hui, et Luc le sait très bien, on est parfaitement en capacité à produire un foie gras sans gavage, qui respecte donc beaucoup mieux le bien-être de l'animal. Il sera plus petit. Exactement, il sera plus petit et il sera obtenu en plus longtemps. Et donc, en termes de productivité et donc de rentabilité de l'élevage, on est sur des rentabilités, des productivités qui sont inférieures. Sauf à ce qu'évidemment, le foie gras obtenu sans gavage puisse, en raison de son prix qui serait très très nettement supérieur, être vendu à ce prix très nettement supérieur. Ce qui n'est évidemment pas le cas, puisqu'aujourd'hui c'est devenu un produit très démocratisé. Mais ce que je veux vous dire, c'est que là, on touche en fait un point qui concerne effectivement l'intensification de l'élevage. Et évidemment, le lobby du foie gras, parce qu'il y a un lobby du foie gras qui défend tout à fait justement son business, eh bien dit, il est hors de question évidemment de modifier la loi pour juste enlever de la loi qui indique les règles d'obtention du non-foie gras, pour enlever obtenu avec gavage. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, donc il existe en France des producteurs de foie gras qui produisent du foie gras sans gavage, un foie gras plus petit
pour un élevage d'animal plus long. Les Espagnols en font autant, mais sur leur étiquette, ils ne peuvent pas indiquer foie gras. Donc, voilà, effet pervers sur le bien-être animal de l'intensification de l'élevage, premier point. Et deuxième point, ça ouvre, me semble-t-il, également le fait, enfin une réflexion, qui ouvre une réflexion taboue et qui concerne l'agriculture cellulaire. Aujourd'hui, on est capable, dans un réacteur, de produire artificiellement une stéatose hépatique. On est capable de produire un foie gras qui est un foie gras de synthèse. On en pense ce qu'on en veut. On n'en veut pas, on ne veut pas en manger, machin, on ne sait pas quel goût ça a, effectivement, machin. Voilà. Mais juste, je veux dire qu'aujourd'hui, il y a des recherches qui sont faites pour créer cette stéatose de façon artificielle, cette stéatose des hépatocytes de façon artificielle dans des hors organismes vivants. Évidemment, la loi telle qu'elle est aujourd'hui ne permettra pas à ce foie gras, entre guillemets, de s'appeler foie gras, puisqu'il n'a pas été obtenu par un gavage. Si je peux compléter juste, Oui, bien Caroline, sûr, bien sûr. sur la viande On de arrive à synthèse, la viande de synthèse, ça rejoint deux problématiques qu'on a abordées au début. Vous le savez sûrement tous, mais quand même, les industriels de la viande de synthèse sont sont parmi les principaux financeurs de l'association L214. Hein, il faut quand même le savoir. Et après, cette viande de synthèse, peut-être qu'elle épargne des animaux, mais il faudrait voir le coût global pour la planète et si au final, elle n'est pas plus destructrice pour certains animaux que les animaux qu'on va tuer pour manger. Voilà. Merci Luc pour le compliment. On a donc vu qu'il y a une certaine cohérence par rapport justement à la gestion du bien-être animal, que ce soit dans des traditions spécifiques pour la chasse ou bien pour l'alimentation. Pareil, je peux mettre des guillemets sur l'alimentation quand on parle du foie gras, puisque c'est peut-être plus à but plaisir. Il nous reste encore 2-3 minutes avant de devoir conclure l'expression. Ça a été très dense pour l'instant. Il y a un sujet parmi les questions qui sont apparues qu'on n'a pas encore abordé. C'est un sujet aussi très long. On a eu un expression il y a 2 ans dessus. C'est sur le bien-être animal et l'expérimentation animale. Où en sont les réglementations? Est-ce qu'il va y avoir, c'est une question pour Loïc, est-ce qu'il y aura des améliorations, des changements dans le 26 janvier sur l'expérimentation animale qui concerne beaucoup d'entre nous? Alors, probablement que Luc aura également des choses très intéressantes à dire. Moi, pour ce qui me concerne, j'observe que, alors premièrement, par rapport à cette loi du 26 janvier, elle est centrée sur l'animal de compagnie, sur la faune sauvage captive. Okay. Et probablement que tous les amendements qui seront portés par les députés pour y ajouter des sujets qui ont trait à la chasse, à l'élevage des animaux de production, à l'animal d'expérimentation, seront déclarés comme irrecevables par les services de l'Assemblée nationale, parce qu'encore une fois, la loi est centrée sur ces deux grandes catégories d'animaux. Pour ce qui concerne la loi sur l'expérimentation animale, je pense qu'il y a beaucoup à dire, mais il y a eu une avancée qui me paraît être une avancée importante et récente en France, qui est la création prochaine d'un centre de référence pour les 3R. Le vrai problème avec les 3R, réduire, raffiner, remplacer l'animal d'expérimentation, qui est une loi donc européenne, c'est qu'elle est, il me semble, particulièrement bien appliquée en Angleterre, par exemple, qui est un pays qui a une tradition de relation à l'animal bien plus mature que la nôtre. Ils ont un centre de référence sur les 3R qui est doté d'un budget de 10 millions de livres, donc c'est beaucoup d'argent, et sur lequel ils partagent leur expérience. Les chercheurs partagent leurs expériences. Il est porté à connaissance les dernières études indiquant quelle méthode substitutive ou de remplacement on peut utiliser. Quelle étude utilisant des animaux a raté de façon à ce que n'a pas débouché sur un résultat intéressant en matière de recherche permettant d'éviter une nouvelle recherche utilisant les mêmes animaux. Ce culte cette valorisation de l'échec qui n'est pas une tradition française. Voilà, donc ce centre de référence il est extrêmement important parce qu'il va porter à connaissance sur une plateforme internet et en mettant autour de la table des gens effectivement, de quelle façon est-ce qu'on peut accélérer la mise en œuvre de ces 3R? Elles ne sont pas mises en œuvre de façon systématique. Il y a une vraie question sur les comités d'éthique. En tout cas, ce qui est certain, et sur leur indépendance par rapport aux expériences qui sont menées par les laboratoires, puisqu'en fait, ils sont un petit peu partie prenante, ils sont jugés partie, ces comités d'éthique. Donc là, il y a aussi une vraie question. En tout cas, j'observe cette avancée au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Industrie, et l'innovation, pardon, la question de cette mise en place de ce centre de référence avec un budget qui sera dédié pour un meilleur partage des connaissances et un porté à connaissance
des dernières nouveautés, des dernières innovations en matière de méthodes substitutives et de règles des 3 heures. Je vous remercie. D'autant que l'échec, parfois, pour les publications, c'est simplement parfois des résultats qui sont justes mais non significatifs, donc dont on n'a pas la culture de valorisation, et c'est à changer. On arrive à la fin de l'expression, on déborde juste. On laissera le mot de la fin, monsieur le député, si vous le voulez bien, Loïc. Luc, aurais-tu la possibilité, s'il te plaît, de répondre à l'échange qui se fait sur le chat avec Vanessa en particulier sur l'association? Oui, alors l'association, effectivement, hein, peu. c'est une loi de 1908, hein, c'est le droit alsacien, ça je la rejoins. Les lois de 1908, les associations de loi de 1908, elles peuvent être à but commercial et à but lucratif. Normalement, dans les statuts de L214, c'est à but non lucratif. Il n'y a pas de redistribution des bénéfices entre les membres. Non lucratif, ça ne veut pas dire que l'association, elle ne peut pas faire des bénéfices, hein. Eux, leur but, c'est de faire des bénéfices pour pouvoir engranger d'autres actions derrière. Ça, c'est évident. Par contre, il n'y a pas de redistribution entre les membres de l'association. D'accord. Merci pour la clarification. Donc, on a eu une expression très riche sur le bien-être animal, sujet tendance ou enjeu réel. Je pense que l'enjeu réel est bien mis en évidence. On a abordé des notions très importantes sur ce sujet passionnel qui a donc été qualifié comme tel par monsieur le député, avec les différences entre protection et conditions animales. On a vu l'origine historique qui date donc de longtemps sur le bien-être animal. On a parlé d'anthropomorphisme, on a parlé de souffrance, on a parlé de responsabilité de l'homme, on a parlé de déséquilibre concurrentiel, on a parlé de choix et d'éducation des consommateurs, on a parlé d'étiquetage, on a parlé de chasse, on a parlé d'animaux de compagnie, on a parlé des 3 R, de lobbying et d'évolution des lois. Donc, c'était extrêmement riche. Monsieur le député Luc, je vous remercie énormément pour votre temps et toute cette expertise. Je pense que les retours vont être nombreux et positifs. Comme convenu, on vous fera passer les questions qui peuvent encore rester et être remontées par les participants. On va donc maintenant conclure et je laisse la parole à Loïc. Oui, merci. J'étais très heureux de participer à cet échange il m'a semblé de très, très haut niveau. C'est très agréable. Ce n'est pas toujours le cas quand on parle de ces questions de conditions animales. C'est parfois extrêmement passionnel, très tendu. Ça clive. Voilà, c'est la raison pour laquelle il faut politiser cette question de conditions animales, trouver des consensus. Ces consensus qui permettent d'avancer probablement, enfin peut-être à petits pas, mais qui permettent quand même d'avancer. Je crois que c'est comme ça que se font les choses. Et au final, à la fin, on se retourne et on se dit, bah oui, finalement, malgré ces petits pas, ces petits pas, ils font un grand pas. Et c'est comme ça que moi, j'envisage les choses, en essayant de trouver ces logiques de consensus et de rassemblement pour trouver des majorités dans l'hémicycle. Pour moi, cette cause animale, elle est une cause, encore une fois, extrêmement humaine. Luc l'a évoqué, les liens entre le bien-être de l'animal et le bien-être de l'homme, l'anticipation, la maltraitance aux animaux comme un signe d'identification de futures maltraitances faites aux humains. Ça aussi, c'est une vraie question dont se saisit, par exemple, l'École nationale de la magistrature, après des échanges que j'ai pu avoir avec elle, en séminaire de rentrée, une conférence sur cette question-là. Ce combat pour une meilleure prise en compte du bien-être de l'animal et de sa condition de vie me semble être un combat, encore une fois, éminemment humain. Il me semble absolument irréversible. Il est dans la continuité de toute une série de combats, encore une fois, pour ceux qui sont les plus démunis, les plus difficilement traités par la vie. Et c'est donc, il me paraît philosophiquement, éthiquement, moralement, extrêmement juste et en ce sens irréversible. Je voudrais finir en citant, Luc l'a évoqué tout à l'heure, Louis Schweitzer, qui est quelqu'un qui a un apport exceptionnel sur ces questions de conditions animales. C'est très important sur ces questions de pouvoir avoir affaire à des personnalités reconnues, à des intellectuels, à des gens qui ont, par leur parcours, montré qu'ils étaient raisonnables et qu'ils savaient avoir les pieds sur terre et être pragmatiques. Louis Schweitzer dit, je le cite de façon mot à mot, ce sera mon mot de conclusion, la conviction qu'un combat est juste entraîne la certitude que ce combat un jour sera victorieux. Ce que l'on ignore, c'est le temps que prendra cette victoire. Voilà ce que je voulais vous dire et vous remerciant encore pour votre attention et votre invitation. Merci beaucoup. Bravo pour ce mot de la fin.